your childhood trauma? A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI, bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on prend les chaussures très au sérieux. Salut, moi c'est Marie et je suis le genre de personne hyper chiante qui te force à enlever tes chaussures quand tu rentres chez moi. Et moi c'est Anaïs et j'ai décidé de me marier à moi-même et pour l'occasion j'aimerais qu'on m'achète un 3 pièces à Paris, si c'est possible. D'accord. Aujourd'hui on poursuit notre exploration des épisodes de séries qui ont beaucoup compté dans notre vie, à toi et moi Marie. On vous parle d'une série cultissime créée par Darren Star, diffusée entre 1998 et 2004 et regardée pour toi et moi et pour beaucoup de gens à l'heure où nos parents étaient couchés sur M6. Je veux bien évidemment parler de Sex and the City. Marie, est-ce que tu peux pitcher Sex and the City rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout cette série ? Alors, pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, c'est l'histoire de 4 célibataires new-yorkaises qui sont très amies, qui ont chacune des métiers dans la culture ou dans le journalisme ou dans la communication, qui sont très stylées et qui enchaînent les dates, les histoires d'amour. C'est à la fois sur leur vie romantique respective et leur vie sexuelle, comme le nom l'indique. C'est une adaptation d'une série de chroniques écrites par Candace Bushnell dans les années 80-90. Et donc, c'est vraiment sur la vie de jeunes femmes célibataires, enfin de trentenaires célibataires à New York dans les années 90 et 2000, de leurs aventures amoureuses et de leur amitié surtout. Voilà, c'était un bon résumé. Oui. Et chacune a un peu son profil et sa personnalité. Ouais, son archétype. Voilà. C'était pas forcément évident de choisir un seul épisode de Sex and the City pour résumer la relation qu'on a toutes les deux à cette série. On a déjà pas mal écrit dessus. Enfin, je pense que c'est une série qui nous a beaucoup marqué toutes les deux quand on était jeunes, qui a évidemment été révolutionnaire dans sa représentation de la sexualité féminine et de plein d'autres questions comme la ménopause, l'amitié féminine, etc. Il y a des épisodes qui vont peut-être être un peu plus émouvants. Moi, j'avais pensé par exemple à choisir l'épisode où Charlotte se rend à l'anniversaire de Brady, le fils de Miranda, alors que elle a subi une fausse couche. Mais c'est un épisode qui est super beau sur leur amitié à toutes les deux et justement sur des difficultés qu'elles vont avoir plus tard dans leur vie concernant la maternité. Il y avait aussi l'épisode du post-it, qui est un grand classique pour moi, celui où Carrie se fait larguer par post-it, par Burger, un post-it sur lequel il écrit I can't, don't hate me. Mais on s'est finalement arrêté sur l'épisode 9 de la saison 6, qui est disponible comme tous les autres épisodes sur Prime Video, puisque c'est une série HBO. Et dans cet épisode, est-ce que tu veux résumer ce qui se passe ? Oui, alors l'épisode s'appelle Women's Right to Choose, qui est un très bon jeu de mots sur le droit de choisir des femmes. Et en fait, au lieu d'écrire choose, ils écrivent shoes, donc les chaussures. Puisque Carrie est invitée à la baby shower mais le bébé déjà né, d'une amie à elle qui était avant une meuf qui prenait en photo des mannequins anorexiques sur l'élite Soho, enfin c'est comme ça qu'elle est présentée, et qui depuis s'est casée, a eu 3 enfants, c'est son 3e. Donc elle se rend à cette baby shower avec Stanford, tous les deux avec des gros cadeaux en main. Sauf que quand ils arrivent, on leur demande de se déchausser à l'entrée pour préserver les enfants des microbes qui pourraient être importés de l'extérieur. Sauf que Carrie porte des Manolo Blahnik magnifiques qu'elle vient juste d'acheter, donc elle est un peu contrariée, mais elle accepte. Et à la fin de la soirée, quand elle va pour récupérer ses chaussures ont disparu. Sauf que son hôtesse, au lieu de s'aplatir en excuses et d'être vraiment désolée, lui dit « Ah, je sais pas où sont passées tes chaussures, tiens, je vais te passer des tennis et tout ça. » Et le reste de l'épisode est autour de ce conflit parce que Carrie est très gênée parce qu'elle vient de perdre des chaussures qu'elle aime beaucoup, qui lui ont coûté $485. Elle essaie de faire comprendre à son amie que c'est un peu de sa faute parce qu'elle l'a forcée à se déchausser et qu'on lui a piqué des chaussures chez elle. Et son amie ridiculise un petit peu cette demande, cette requête de Carrie parce qu'elle estime qu'elle n'a pas assumé les choix de vie extravagants de Carrie. Alors que Carrie a elle-même
assumer les choix de vie maritaux et de reproduction de son amie depuis des années, puisqu'elle lui a offert un cadeau de mariage, des cadeaux pour ses enfants et tout ça. Et donc, tout l'épisode tourne autour de ça. Et après, il y a des intrigues parallèles aussi, mais c'est ça qui est vraiment le cœur de l'épisode. L'épisode commence sur un montage où on voit Carrie se rendre à plusieurs magasins dans lesquels elle va acheter des objets qui sont sur des listes de mariage ou des listes de bébés de ses amis. Et donc c'est vrai qu'on est un peu propulsé dans une période très spécifique de la trentaine. Enfin moi je dois dire que j'ai passé toute mon année aussi à acheter des cadeaux de mariage et des cadeaux de bébé. Donc en voyant cet épisode là à l'heure actuelle pour la première fois. Je ne vois pas de quoi tu parles. Surtout que ce sera diffusé au moment de mon congé maternité. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu tous les épisodes de Sex and the City de très nombreuses fois, mais là, pour la première fois, je l'ai ressenti d'une manière différente. Et c'est une série qui a toujours été très bonne pour chroniquer, en fait, l'âge adulte et la trentaine un peu moderne. Et là, je trouve que c'est très bien fait, c'est très amusant. Surtout qu'elle se retrouve généralement dernière sur la liste, donc elle doit acheter les cadeaux hyper chers parce que tous les autres trucs ont déjà été pris. C'est marrant, je dirais pas que c'est l'épisode le plus amusant de Sex and the City au niveau des répliques ou des choses comme ça, oui. Mais c'est le plus malin, en fait. Enfin, et c'est un de ceux qui m'est le plus resté. Je me souviens que l'aspect justement, parce que bon, le twist final, donc c'est que Carrie va pour avoir le remboursement de sa copine, elle l'appelle en lui disant « J'ai décidé de me marier à moi-même et j'ai enregistré ma liste de mariage chez Manolo Blahnik ». Et donc, sa copine saisit le message et lui offre les chaussures. Et c'est vrai qu'il y a un côté... ça soulignait une injustice, en fait, une injustice qui est toujours soulignée entre les couples et les célibataires. C'est-à-dire que quand tu pars en vacances, quand tu es célibataire et que tu pars avec des couples, bah, tu te retrouves à payer parfois une chambre entière alors que eux se partagent les chambres. T'as pas les mêmes avantages économiques, financiers. Tu peux pas acheter aussi facilement. Tu peux pas. Il y a une liste longue comme le bras de désavantages financiers. Et la société entière est bâtie pour marquer les échéances et marquer les grands moments de la vie de couple et de la vie parentale, alors que c'est pas du tout le cas pour celle des femmes célibataires ou des hommes célibataires. Et la série le souligne vraiment parfaitement bien dans cet épisode. Enfin, pour moi, ça a jamais été aussi bien souligné que dans cet épisode, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est un épisode qui a extrêmement bien vieilli là-dessus parce que je le trouve encore très contemporain en le regardant aujourd'hui et en étant dans la trentaine et voyant beaucoup d'amis qui se marient ou font des enfants. Il y a un passage qui est vraiment sans doute le meilleur de l'épisode, c'est une discussion entre Carrie et Charlotte où elles sont dans la rue et Carrie dit à Charlotte qu'elle a fait le calcul de toutes les dépenses qu'elle a engrangées pour justement offrir des cadeaux de mariage ou des cadeaux de bébé à ses amis. Elle se rend compte que ça représente plusieurs milliers de dollars. You know what? I am Santa. I did a little mental addition, and over the years I have bought Kira an engagement gift, a wedding gift, then there was the trip to Maine for the wedding, 3 baby gifts. In toto, I have spent over $2,300 celebrating her choices. And she is shaming me for spending a lousy $485 on myself? Think about it. If you are single after graduation, there isn't one occasion where people celebrate you. We have birthdays. Oh, no. We all have birthdays. That's a wash. I am talking about the single gal. Hallmark doesn't make a congratulations, you didn't marry the wrong guy card. Et elle dit qu'elle se plaint pas du tout de ça, c'est-à-dire qu'elle est heureuse de faire des cadeaux à ses amis pour célébrer ces événements-là, mais par contre, elle regrette que quand on est célibataire et sans enfant, on n'a pas d'occasion d'être célébré de la même manière et d'être couvert de cadeaux. Et Charlotte lui dit, on a nos anniversaires. Elle dit, mais tout le monde a un anniversaire, y compris les gens qui se marient et ont des enfants. Mais par contre, peut-être qu'on devrait avoir des fêtes pour célébrer autre chose et recevoir des cadeaux à d'autres moments, à des étapes importantes de notre vie de célibataire. D'ailleurs, je me suis demandé, qu'est-ce que tu ferais toi? Parce que moi, j'avoue que je suis assez contente d'être au moins entourée d'amis qui vont penser à ces choses-là et qui vont célébrer plein d'autres choses que juste les mariages et les bébés. Et on peut célébrer une crémaillère, mais on peut aussi célébrer une promotion ou célébrer le fait qu'on a enfin réussi à tourner la page après avoir quitté un ex toxique, par exemple, ou d'avoir pris la bonne décision justement de rester célibataire plutôt que de se mettre dans une relation qui nous convenait pas. Enfin, il y a plein de moments comme ça qu'on devrait apprendre à célébrer plus souvent.
Je pense qu'il y a cette tendance qui est venue en France ces dernières années et tout ça, mais on peut aussi ne pas s'offrir des cadeaux à toutes les occasions, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, il y a aussi dans le... C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Enfin, il y a une tendance hyper américaine. Là, t'as les baby showers, les machins, Donc, tu te rends compte, quand elle dit tout ce qu'elle a dépensé pour son amie, c'est grotesque. C'est-à-dire qu'elle a dépensé $2700 ou quelque chose comme ça. Les cadeaux de mariage, c'est un peu différent parce que le mariage, les mariés payent pour toi. C'est-à-dire qu'ils t'offrent un gros repas. Il y a toute une fête autour et en fait le cadeau que tu leur fais en retour, c'est aussi pour les remercier de cet effort qu'ils ont fait ou des choses comme ça. Et pour moi, du coup, si quelqu'un de célibataire fait une grosse fête comme ça aussi et tout, faire un cadeau même si c'est une fête qui est pas liée à un anniversaire, faire un cadeau en contrepartie, c'est pas en contrepartie, mais pour marquer aussi cet événement et ce moment, ça a du sens. Mais l'espèce de truc de faire des cadeaux à toutes les occasions de la vie, les crémaillères, les machins, c'est fatigant, quoi. Ça coûte beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Après, je pense que, honnêtement, ça va au-delà des cadeaux. C'est une réalité. Quand il y a un mariage, si on fait partie des proches, on va aussi avoir sans doute un voyage organisé avant pour un EVGF ou un EVG. Il est généralement attendu de toi que tu fasses un cadeau ou un don. Et c'est normal parce qu'effectivement, en plus, tu vas peut-être être logé. Mais parfois, tu dois aussi payer ton logement, mais tu vas être invité, nourri, tout ça. Mais il y a aussi le déplacement, il y a la tenue. Et donc, je pense que, évidemment, quand on fait ça, c'est parce que ça nous fait plaisir de le faire. Mais quand tu te retrouves parfois à avoir 5 mariages dans la même année, ça peut revenir très cher. Non, c'est... Et pour le coup, ce serait, je pense, considéré comme totalement déplacé de faire aucun effort financier à ces moments-là, tu vois. Autant les baby showers, je pense que c'est vrai que c'est un truc qui s'est importé assez récemment. Et c'est vrai que c'est une dépense en fait énorme pour les jeunes parents doivent dépenser énormément d'argent et donc ils font des listes aussi pour peut-être être soulagés financièrement. Mais en fait, quand on est célibataire, choix, en fait. C'est ça. Enfin, là, je suis en plein dedans et honnêtement, bon, chacun fait ce qu'il veut. Les listes de naissance, c'est très bien et tout ça. Et puis en fait, le truc, c'est que tout le monde te demande ce que tu veux. Donc, mais tu choisis de faire un enfant, donc tu sais les dépenses qu'il va y avoir. C'est pas à tes amis d'assumer si ça leur fait plaisir de t'offrir un petit truc ou des choses comme ça. Mais je trouve que le fait qu'il y ait une attente sociale autour de ça et un petit peu, je sais pas, c'est un truc qu'on peut questionner en tout cas, tu vois, plutôt que d'ajouter encore plus. Enfin, je trouve que déjà il y a la question de où est la place justement des gens qui vont pas rentrer dans le moule de ces conventions-là et ne vont pas nécessairement se marier ou avoir des enfants ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, c'est quoi eux qu'est-ce qu'ils reçoivent de leurs amis ou de leur entourage et quel moment on peut marquer? Il y a cette question-là, mais il y a aussi la question de est-ce qu'on est forcément obligé de marquer chaque occasion par des cadeaux, surtout des cadeaux acheter, tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, je dis ça, moi, ça va me faire plaisir de recevoir des trucs. C'est ça, en fait, les cadeaux, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que quand tu fais un choix de vie qui n'est pas un choix de vie marital ou familial, si tu choisis de devenir freelance, par exemple, de te lancer à ton compte, ou si tu choisis d'acheter, de devenir propriétaire, tu vas engranger énormément de dépenses. C'est ça. Voilà. Mais les gens se mettent pas à te faire des cadeaux pour fêter ça, quoi. Et surtout, en fait, pour moi, par exemple, quand tu deviens parent, un super cadeau, c'est d'offrir de babysitter une fois de temps en temps ou peut-être de faire un plat à la personne, d'être présent en fait et de pouvoir être là et d'être une oreille à l'écoute quand la personne a besoin d'en parler, comme c'est un bon cadeau aussi pour juste une personne qui traverse une épreuve difficile ou un moment charnière de sa vie, que ce soit un enfant ou que ce soit tout autre moment important. Là, on part dans des débats après, dans des considérations, mais c'est marrant parce que dans la critique du film Sex and the City de Mark Kermode, ce qui était devenu très connu, c'est qu'il avait dit que ça dégoulinait de consumérisme. Il n'avait pas vu la série et tout ce qu'il avait vu, c'était le film. C'est marque après marque après marque et c'est vraiment un festival de shopping. Et c'est exactement ce qu'il dit, ça dégouline de consumérisme. Et tu vois déjà cet aspect-là un peu dans cet épisode où je pense que au-delà même de la remise en question qui est hyper maligne et bien sentie de l'épisode, justement de cette pression sociale et du fait que seuls les gens qui correspondent à un schéma traditionnel ont le droit d'exister dans ces moments de célébration et de récompense. Il y a aussi, on peut peut-être prendre un pas de recul encore plus et se dire, est-ce qu'on a forcément besoin d'acheter un truc pour féliciter des nouveaux parents ou des choses comme ça? Je suis pas sûre, tu vois. Il y a un truc qui questionne aussi à ce niveau-là. Je pense que ce qui est extrêmement violent dans cet
cet épisode et qui reflète justement toute la tension entre célibat et vie de famille à la trentaine, à un moment où voilà, il y a beaucoup de scissions, je pense, dans des groupes d'amis. C'est le moment où Carrie va confronter son amie Kira et elle lui dit « Mais toi aussi, avant, t'achetais des Manolo Blahnik, donc tu sais très bien combien ça coûte, fais pas semblant d'être surprise. » Et Kira lui répond « Oui, mais ça, c'était avant que j'ai une vraie vie. » You know how much Manolos are? You used to wear Manolos. Sure, before I had a real life. But Chuck and I have responsibilities now. Kids, houses. C'est atroce de dire ça, et d'ailleurs Carrie le prend pas très bien, mais je trouve qu'elle reste quand même relativement polie, parce que voilà, son amie lui dit clairement que en fait, elle, comme elle a des enfants et qu'elle est en couple et qu'elle a acheté son appartement, bah en fait, sa vie est réelle et que par contre Carrie, elle a pas de vraie vie, quoi. Cette pote, c'est vraiment un enfer. C'est-à-dire que là, ils y sont allés fort aussi. En même temps, ça correspond totalement à des remarques que tu peux te prendre dans la tronche. Je pense quand il y a un décalage en plus, et puis surtout au moment où il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte, où tu as l'impression évidemment que ça devient très important et tout ça. Mais à chaque conversation qu'elles ont, c'est remarque après remarque après remarque. Il y a un moment aussi où Carrie lui dit qu'elle a pas arrêté de penser à leur confrontation, et l'autre lui dit « Ah ben dis donc, tu dois avoir beaucoup de temps disponible pour penser à ce genre de choses. » Il y a un mépris, en fait, dans son attitude envers Carrie, et Carrie lui trouve des excuses à chaque fois, alors qu'elle en a vraiment pas. C'est juste quelqu'un d'assez détestable qui... oui. Et qui utilise sa maternité pour se donner une importance, en fait, supérieure. Et en fait, moi, je me souviens assez récemment, d'ailleurs, il me semble que c'était sur Slate, qu'il y avait eu des articles qui disaient que, en fait, oui, acceptez-le, si vous n'avez pas d'enfant, vous ne savez pas ce que c'est, et quand on est parent, on est différent et on a des priorités, en gros, plus importantes. Et je me souviens que ça avait créé un débat assez violent en ligne, parce que c'est encore des réflexions et des débats qui peuvent se jouer entre différentes personnes, des personnes qui n'ont pas d'enfants et d'autres qui en ont, où on nous dit quand même que, évidemment, moi je sais pas, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas savoir, j'imagine que ça représente un changement de vie assez radical, mais c'est vrai que ça peut être aussi très violent, surtout quand on sait pas pour quelles raisons les gens n'ont pas d'enfants, peut-être qu'ils en veulent pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas en avoir, mais dans tous les cas, sous-entendre que leur vie a moins d'importance et que leurs responsabilités et leurs préoccupations à eux ne font pas le poids par rapport à la responsabilité de la parentalité, je pense que ça peut être très dur parce qu'effectivement, c'est un choix de devenir parent. Oui. Et c'est sûr que je pense que ça peut donner des vies très différentes d'être parent ou de pas l'être, mais créer cette hiérarchie-là, je pense que ça aide personne. Non, mais c'est ça. Je pense que le fait d'être responsable d'une vie humaine, il y a forcément un poids qui s'ajoute, et je pense que ça prend une envergure qui est un peu étourdissante. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'en fait les préoccupations de ceux qui n'ont pas d'enfants sont négligeables, méprisables ou moindres. C'est juste que ce personnage, après, il est un peu caricatural, c'est-à-dire que c'est des réflexions que tu peux te prendre de temps en temps ou que tu peux entendre. Mais là, elle est vraiment, t'as vraiment pas envie d'être amie avec cette meuf, quoi. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dans l'épisode, c'est que pour le coup, les amies les plus proches de Carrie sont toutes extrêmement remontées. Y compris Miranda, qui est mère. Voilà, quand elles apprennent comment elle s'est comportée. Et moi, j'adore la scène où Samantha dit à Carrie, mais tu as tout à fait le droit d'être énervée, d'avoir perdu tes chaussures, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes, d'autres responsabilités, que t'as pas le droit d'être énervée. These were new Manolos. I hadn't even done a full lap around the party. And you know, I don't play favorites with my shoes, but these were very special. Who would steal shoes from a party? Someone size 7 with excellent taste. So that's it? They're just gone? Boo-hoo? You have every right to be upset about your shoes. I am so sick of these people with their children. I'm telling you, they're everywhere. Sitting next to me in first class, eating at the next table at John Look at that. This place is for double cappuccinos, not double strollers. Et moi, j'ai une amie qui m'avait dit ça un jour, parce que c'est vrai qu'on a tendance à relativiser les problèmes comme ça en se disant, mais il y a des gens, évidemment, il y a des gens qui subissent des guerres, voilà, on n'a pas, peut-être que mon petit problème n'est pas si important que ça. Et cette amie m'avait arrêtée en me disant, mais alors, c'est pas grave, t'as le droit d'être triste et t'as le droit d'être énervé pour quelque chose qui t'arrive, même si c'est insignifiant. Si t'es triste ou si t'es énervé, t'es triste et t'es énervé, en fait. Ça va pas interrompre les guerres, de t'empêcher de ressentir une certaine colère ou un certain désagrément à un moment. Et je trouve que cet épisode rappelle très bien ça. Évidemment, on n'est pas en train de comparer les enfants et les chaussures, ce que fait justement Samantha, et Charlotte lui dit, bon, on va se calmer. Mais ça n'empêche pas d'avoir des contrariétés. Même quand on n'a pas d'enfants, on peut aussi avoir des contrariétés, quoi. Et cet épisode le rappelle très bien.
Ce que cet épisode souligne bien, c'est justement cet âge charnière où tu passes un cap où il y a de plus en plus de gens qui ont des enfants et qui choisissent un mode de vie et d'autres qui sont sur un mode de vie qui est plus un mode de vie de célibat par choix, par envie ou parfois aussi ou par dépit ou voilà, par exactement. Accident de vie. Exactement. Et en fait, le décalage entre les deux peut être assez rude et peut être compliqué pour les amitiés, être compliqué pour les interactions et pour beaucoup d'éléments. Et en fait, cet épisode, en plus, il le montre de façon assez maligne et c'est marrant parce que dans mon souvenir, il faudrait que je revoie tous les épisodes de cette période, mais on le voit moins avec Miranda, par exemple, au moment où elle a son enfant. C'est peut-être un questionnement qui apparaît à plusieurs reprises, mais en même temps, elle reste très intégrée au groupe. Ouais. Elle loupe pas d'activité parce qu'elle a Brady. Elle continue vraiment. Il y a des moments où elle vit mal et elle a peur d'être exclue du groupe ou d'être en décalage par rapport à toutes ses amies qui elles n'ont pas d'enfants, donc où elle se sent un petit peu enfermée par moments dans la maternité. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle a un rôle qui devient un peu ingrat dans les dernières saisons, Miranda, à cause de sa maternité, enfin qui est vraiment montrée parfois comme une prison, quoi. Mais on la voit avoir ces préoccupations là, où là c'est un peu l'inverse puisqu'elle est en minorité dans son groupe, quoi. T'aurais réagi comment, toi, si t'avais été Carrie, comment t'aurais géré la situation ? Demander le remboursement pour des chaussures à 485, c'est compliqué quand même. Ouais. Mais moi, j'aurais plutôt fait pression pour qu'elle trouve qui a piqué les chaussures, en fait. Enfin, c'est juste, c'est parmi ses invités, en fait. Donc, c'est ça. Moi, je leur ai dit, si tu veux, tu me donnes le numéro de tous les gens que t'as invités ce soir-là, je vais les appeler moi-même, mais je vais retrouver mes chaussures. C'est ça. Quoi. Après, si on parle comme ça et on me fait des remarques méprisantes ou des choses comme ça, bon, là, ça passe sur un autre niveau. Mais je trouve que ce qu'elle fait à la fin avec le fait d'enregistrer sa liste de mariage, c'est malin et c'est marrant, quoi. Hi, it's Carrie Bradshaw. I wanted to let you know that I'm getting married to myself. Oh, and I'm registered at Manolo Blahnik. So thanks. Bye. Oui, la fin est géniale et c'est assez rassurant de voir que son amie a enfin compris le message et elle s'excuse. Mais moi, honnêtement, si on me disait ça, si on me disait oui, mais moi, j'ai une vraie vie, je pense que je lui adresserais plus jamais la parole. En fait. Je lui dirais merci, bye bye. En fait, garde mes chaussures et puis surtout me rappelle plus jamais, perds mon numéro, quoi. Oui, non, c'est clairement. C'est tellement insultant que. De toute façon, cette meuf, sa parentalité devient une excuse pour tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est là. Oh, désolée, j'ai complètement oublié. Je suis tellement bête. Ah là là, être parent, ça te fait vraiment oublier tout. Enfin, il y a à chaque étape, elle est assez imbuvable. Donc, t'as pas envie d'être amie avec elle à la base, quoi. Ouais, comme on comprend qu'elles sont plus copines à l'heure actuelle que vraiment amies, moi je me dis clairement je me poserais pas trop la question, quoi. Après, si t'étais Kira et que quelqu'un avait enlevé ses chaussures chez toi et ensuite les avait perdues, tu ferais quoi ? Parce que moi je suis pas sûre que je proposerais non plus de rembourser. Enfin par contre je pense que j'essaierais de les retrouver. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si je sortirais mon chéquier tout de suite, quoi. Enfin, ça dépend des moyens financiers des gens, mais. Elle a l'air d'avoir des gros moyens financiers, honnêtement. Mais non, je proposerais pas de rembourser des chaussures à 485 €. Et je dirais pas à la personne qu'elle a fait ses choix de vie extravagants ou des choses comme ça, mais quand même. Clair. Mais par contre, je me sentirais hyper responsable. Je contacterai tous les gens de ma soirée pour essayer de trouver qui a pu faire ça. Et je contacterai mon assurance responsabilité civile, en fait. Et peut-être que je la rembourserai grâce à ça. Mais voilà, une vraie adulte. Mais en tout cas, je prendrai mes responsabilités parce que t'es responsable. Ça se passe chez toi. Tu lui as demandé d'enlever tes chaussures. Elle se fait piquer ses chaussures. C'est à toi d'assumer. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu vois cet épisode différemment aujourd'hui de quand tu l'as vu plus jeune ? Il y a un truc, c'est plus tous les passages avec Samantha que je vois différemment, je pense. Ah oui. Samantha qui fait quoi dans cet épisode ? L'intrigue de Samantha est totalement liée à celle de Carrie, puisque Samantha en a ras-le-bol de tous les enfants dans les espaces publics qui sont en train de lui gâcher sa vie. Et j'avoue que à la fois le personnage de Samantha me divertit toujours, et évidemment il y a un moment qui est très savoureux où elle confronte une mère. Enfin vraiment dans cet épisode, toutes les mères sauf Miranda sont insupportables. Ouais. C'est-à-dire que là c'est une mère qui est avec un enfant qui a un démon, qui ne sait pas tenir et qui est amusée quand l'enfant balance une poignée de pâte au pesto sur le tailleur blanc de Samantha. Samantha. Ouais, on sent que les scénaristes devaient être très énervés à ce moment-là contre les gosses de leurs potes ou je sais pas. C'est ça. Mais en fait, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que Samantha a une allergie totale aux enfants. Elle veut pas les voir dans son espace. Elle pense qu'ils ont pas leur place au restaurant ou des choses comme ça. C'est une conversation qui est assez récurrente et qui est intéressante, je trouve, parce que justement, il y a l'espace public est de moins en moins adapté aux enfants et de moins en moins accueillant pour les enfants. Et c'est de plus en plus acceptable de dire qu'on n'a pas envie de voir des enfants dans certains endroits. Et d'ailleurs, il y a des lieux qui sont garantis sans enfants. Exactement.
on transforme les enfants en des espèces de monstres. Et j'avoue que moi, quand j'avais la vingtaine, c'est quelque chose que je questionnais pas trop et que je trouvais plus drôle qu'autre chose. Aujourd'hui, quand je le vois, ça me dérange. Après, c'est parce que je suis en train de rentrer dans cette phase de ma vie et j'ai pas envie d'être exclue. Oui, t'as envie de pouvoir aller au resto et ou de prendre le train. Enfin, je pense que cette discussion-là, par exemple, autour des transports en public, où quand ton enfant hurle dans le train ou dans l'avion, tu lui as pas dit vas-y hurle et emmerde tout le monde. Et en fait, c'est sans doute plus fatigant pour toi en tant que parent que pour les gens qui sont autour, parce que ils hurlaient aussi avant que tu montes dans l'avion. Et surtout, en fait, ça aide personne et ça rend même l'expérience plus compliquée d'avoir des gens qui en face sont en train de se plaindre ou lèvent les yeux au ciel dès qu'un enfant fait du bruit. Un enfant, ça fait du bruit, c'est un enfant en fait. Et l'espèce d'intolérance totale et systématique envers les enfants de la part de certaines personnes, moi, ça me dérange et surtout, ça rend l'espace public un peu désagréable à vivre pour les parents, les enfants et puis même pour tout le monde. Je comprends que ce soit pénible, mais c'est juste que la posture de Samantha, qui a juste une allergie totale à tout ce qui a moins de 20 ans à peu près, ça me fait moins rire qu'avant. Enfin, ça me fait toujours sourire parce que c'est Samantha, mais je trouve ça moins pertinent. Au contraire, je trouve ça un petit peu pernicieux, quoi. Oui, moi, en fait, j'avoue que j'aime bien parce que je trouve ça encore très subversif aujourd'hui. Je trouve que c'est... Je trouve que ça l'est plus, justement. Ouais, moi j'ai quand même encore l'impression que c'est un peu tabou encore et un peu, enfin vraiment pas politiquement correct de se lever dans un restaurant pour aller dire, vous pouvez dire à votre enfant qu'il m'emmerde, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très un peu jouissif là-dedans, mais clairement je je pense que l'épisode appuie sur des vrais boutons en fait, et c'est ça que je trouve assez malin, c'est que ça a toujours été assez caricatural, Sex and the City. Enfin, c'est toujours des métaphores en fait sur plein de questionnements qu'on peut avoir à la trentaine. Et là, je trouve que ça soulève des débats vraiment intéressants, mais clairement dans la manière dont c'est écrit, les enfants et les mères sont totalement diabolisés. Le parti est très clairement du côté de Samantha et du côté des personnes sans enfants dans la série. Enfin, je trouve qu'il force un peu le trait sur les personnes qui ont des enfants. Ça. Et il y a Miranda, mais qui déteste son gosse en fait dans cet épisode parce qu'il lui a refilé la varicelle. Oui, elle aime son enfant, mais elle a un côté. De toute façon, Miranda, c'est une mère cool, c'est-à-dire que on sent qu'elle est vraiment pas gaga. On la voit jamais en fait dans cette série être complètement gaga de son fils ou avoir un côté très. Elle est pas très maternante, quoi. Enfin, c'est pas ce qui la caractérise, même si elle aime son enfant, ça se sent et qu'il y a certains aspects de la maternité qui la rendent heureuse, d'autres moins et tout ça, mais elle est jamais représentée comme ça en tout cas. C'est Charlotte qui est plus dans la féminité traditionnelle et dans la maternité, mais enfin bon, même si ça va être compliqué pour elle dans ce parcours. Miranda d'ailleurs qui rencontre Robert dans cet épisode, joué par Blair Underwood, qui va devenir son intérêt romantique pendant plusieurs épisodes par la suite. C'est un nouveau propriétaire de son immeuble qui doit être malgré tout approuvé par la copro avant de s'installer. Et ils sont tous un petit peu réticents à le faire intégrer la copropriété, sauf Miranda dès qu'elle le voit puisqu'elle le trouve magnifique. Et donc, il passe un peu tout l'épisode à flirter. Qu'est-ce que tu penses de cette intrigue ? Moi, personnellement, je la trouve très gênante. Oui, alors j'adore Blair Underwood. Je pense qu'en fait, pour moi, parmi les hommes de Sex and the City, c'est un des plus intéressants et des plus attirants, quoi. Et j'ai toujours trouvé dommage, en fait, la façon dont l'intrigue se déroule avec lui. C'est ça. En fait, il va être totalement sacrifié par la série, quoi. C'est ça, exactement. Et je trouve qu'en fait, le début de l'intrigue est hyper gênante parce que, enfin, littéralement, le mec, déjà, elle est, éhontée, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas subtile. Lui, pendant leur deuxième rencontre, lui dit qu'elle a un bouton sur la joue parce qu'elle a une varicelle. Je suis là, en quoi c'est sexy. Après, il vient lui soigner le bouton et tout ça. Et surtout, son truc avec Jules et Mimi. Moi, Jules et Mimi, ça m'a toujours... c'est hyper gênant. C'est hyper gênant. C'est-à-dire que, en fait, Miranda est passionnée par une série BBC America sur une histoire d'amour entre Jules et Mimi. Une femme blanche et un homme noir. Voilà, exactement. Un couple d'anglais. Elle les regarde tout le temps en train de ken et tout ça. Et là, elle se retrouve c'est un peu du softcore en plus. Hein. Enfin, l'épisode qu'ils regardent là tous les deux, c'est vraiment genre You Feel So Soft. Enfin, c'est quand même des trucs, tu vois. Il y a pas ça dans toutes les séries, quoi. Ah bah non, c'est sûr. Mais du coup, bon, c'est une mise en exergue. Enfin, c'est un clin d'œil et tout ça. Et c'est pour souligner le parallèle avec elle et Robert. Mais ça, j'ai toujours trouvé ça très gênant. Après, ce qui est intéressant, c'est Blair Underwood, il avait été approché pour un autre rôle plus tôt dans la série, et c'était un autre rôle d'un homme noir avec qui Samantha couchait parce qu'elle voulait voir ce que ça faisait par curiosité. Et en fait, lui, il avait refusé. Il avait dit, je veux pas être une curiosité pour la série, je veux être un personnage à part entière. Et en fait, il leur avait dit, si vous avez un jour un personnage à part entière à me proposer, je suis disponible. Et donc, ce personnage de Robert, c'est comme ça qu'il est advenu aussi. C'est vrai que la série est connue pour son absence de diversité quand même. Bon, c'est une série des années 90.
Et quand il y en a pour quand même diffuser des clichés, enfin des stéréotypes racistes. D'ailleurs, dans l'épisode du Post-it, elles décident toutes d'aller dans un bar beaucoup moins chic que tous les bars qu'elles fréquentent d'habitude, très mondains. C'est un peu une sorte de PMU. Et là, bizarrement, tous les extras de Sex and the City sont noirs dans ce bar. Il y a plein de femmes qui vont être un peu violentes avec Samantha et Carrie et les menacer de se battre, tout ça. Et c'est des personnages racisés. Donc vraiment, Sex and the City a pas de diversité. Et quand il y en a, généralement, tu te dis qu'il valait mieux qu'il n'y en ait pas, en fait. C'est ça. Et le personnage de Robert, en fait, je trouve que c'est pas mal écrit. Enfin, mais c'est juste que, comme tu disais, il va être sacrifié parce qu'en fait, au final, elle va avoir une relation avec lui, mais elle veut revenir avec Steve. Et excuse-moi, mais en fait, t'as Blair Underwood d'un côté, qui en plus est le médecin d'Enix. Ouais. Et qui t'offre un cookie avec écrit "je t'aime" dessus. Et elle en veut pas de son cookie, c'est trop triste. Exactement. Et de l'autre côté, t'as Steve. Je sais que tout le monde adore Steve. Je sais que t'adores Steve, tout le monde adore Steve et tout ça, mais désolé. Ouais, la surtout, comparaison est... Enfin, en fait, toute cette intrigue fait vraiment mal au cœur et Blair Underwood est super vraiment dans ce rôle et on sent toute l'aigreur qu'il a aussi par rapport à la manière dont Miranda va le traiter. Donc, je trouve que c'est très bien fait et pour une fois, c'est un personnage masculin en fait qui va vraiment souffrir des agissements d'un personnage féminin alors que c'est généralement plutôt l'inverse dans Sex and the City. Mais c'est vrai que du coup, là, en le voyant arriver pour la première fois dans la série, à chaque fois que je revois cet épisode, je cringe en pensant à comment ça va se passer entre eux et aussi en voyant Miranda qui est assez pathétique en fait dans les dernières saisons. C'est quand même une avocate brillante qui est la plus cynique du groupe et la plus sarcastique avec énormément de réparties dans toute la série. Et à la fin, elle est vraiment résumée au fait qu'elle est plus du tout attirante ou elle se considère plus du tout comme attirante depuis qu'elle est devenue mère. Là, elle est alitée avec plein de boutons partout à se gratter. Moi, c'est surtout dans son attitude quand elle flirte avec lui où je suis là, mais en fait, meuf, elle est gênante, un peu de fierté, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment très très gênante avec lui et on comprend pas trop pourquoi lui ça marche. Enfin, ouais, non, vraiment pas. Donc ouais, pas hyper fan de cette intrigue, même si on aime beaucoup Blair Underwood. Surtout pas fan de Jules et Mimi, quoi. C'est clair. Et puis, il y a l'intrigue de Charlotte. Charlotte qui, elle, pour le coup, vient d'emménager avec Harry, son nouveau mari, avec qui elle va vivre, pour le coup, une très belle histoire, alors qu'elle avait été assez malheureuse dans son premier mariage. Et je trouve que c'est bien d'avoir mis cette intrigue dans cet épisode-là, puisque, justement, Carrie, elle est en train de se plaindre de la discrimination, entre guillemets, qu'elle subit en tant que célibataire, mais on voit que Charlotte aussi a ses préoccupations, tout en étant en couple et heureuse en couple. Il y a quand même quelque chose qui la chagrine un petit peu, puisque Harry laisse traîner ses sachets de thé partout dans l'appartement. Et quand elle lui dit, elle a une conversation avec lui pour que ça change, et elle lui dit, mais en même temps, je veux que tu sois à l'aise, et ça devient encore pire, puisque là, il décide de se balader à poil partout, tout le temps, y compris quand il bosse, quand il se fait à manger, quand il lit le journal. Qu'est-ce que tu penses de cette intrigue ? C'est ridicule. Je pense qu'en fait, cette intrigue, le truc des sachets de thé, ils l'ont trouvé juste pour faire la blague avec Samantha sur le teabagging, qui est une pratique sexuelle. Qui est vraiment très très drôle, parce que Charlotte dit, j'ai un problème de sachet de thé, enfin donc de teabagging, et Samantha lui dit, oh, I understand. Just breathe through your nose. Ah mais non, mais t'inquiète, faut juste respirer par le nez. C'est quand même un très très bon moment. Oui, c'est un bon moment. Pour moi, c'est la meilleure réplique de l'épisode, très clairement. Ouais. Mais après, le reste, c'est... En fait, j'ai du mal à croire que quelqu'un fasse ça, déjà. Mais c'est ça, en fait. Et puis surtout, j'ai du mal à croire sa réponse à elle, où je veux bien qu'elle veuille le rendre... Après, bon, c'est juste parce que je suis tellement à des années-lumière du comportement de Charlotte, mais moi, il fait ça, je lui dis, mais ça va pas la tête ou quoi, tu mets un caleçon, et puis je lui parle normalement. Elle est là. C'est ça. Je ne voudrais surtout pas te contrarier, et je ne voudrais pas... Enfin, elle a pas une attitude normale et une conversation normale. Bah, surtout avec quelqu'un qui est ton époux et avec qui tu veux vraiment... Pas encore son époux, mais... Ouais, mais avec qui tu veux t'engager dans quelque chose de très sérieux. Bah, vous venez d'emménager ensemble. A priori, vous êtes capable de communiquer un peu mieux. Je trouve ça touchant, le fait que Charlotte ait peur de passer pour la relou, parce que c'est déjà ce rôle-là qu'elle occupe dans la série et dans le groupe. C'est la prude, la coincée. Et donc, lui, il est beaucoup plus décoincé qu'elle. Et elle a peur de passer pour la femme un peu rigide. Et donc ça, moi, ça m'attendrit beaucoup. Mais c'est vrai que oui, tu vois, le mec pose ses sachets de thé partout. Enfin, personne fait ça. Où tu lui dis dès le premier sachet de thé et tu les ramasses pas aussi, elle passe sa journée à les ramasser en fait et à les jeter à sa place. Après, en fait, je pense que le truc, c'est sûr que quand tu vis avec quelqu'un, surtout avec un homme, il y a toujours des trucs... Tu dois t'accommoder de certains comportements. Et certaines pratiques où t'es là, mais enfin, d'où ça t'est venu en tête, quoi? Comment t'as pensé que ça, c'était une bonne idée ou que ce raccourci-là était acceptable? Mais bon, le truc des sachets de thé, c'est marrant parce que moi, on m'a reproché de laisser, parce que moi, je sors une petite coupelle et je mets mon sachet de thé dans la petite coupelle.
Oui. Et du coup, ça fait une petite coupelle en plus, mais c'est pour peut-être réutiliser ce sachet de thé plus tard. Donc, je pense que c'est logique, mais on me le reproche. Hein. Mais enfin, bon, bref, c'est pas mal parce qu'en vrai, il y a toujours des petits trucs comme ça qui vont créer des crispations, évidemment. Mais le côté, il se met à poil partout. Et c'est surtout son attitude à elle que je trouve pas crédible, en fait. Et son attitude à lui aussi, où il y a 2 minutes à lui reprocher les sachets de thé, elle lui dit, mais je veux que tu sois à l'aise. Et du coup, il se balade à poil pendant 3 jours. Le fait qu'il se rende pas compte, et enfin, qu'il sait avec qui il vit quand même. Enfin, il est tombé amoureux d'elle aussi. Il devrait se douter que ça va pas fonctionner s'il se comporte comme ça. Juste avec n'importe qui, en fait, c'est bizarre. Ouais, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est vrai que, comme d'habitude, Sex and the City aime pousser les curseurs très très loin et prendre le cas le plus extrême pour illustrer quelque chose, pour le coup, de très très commun. Je pense qu'on a tous eu des disputes, effectivement, sur les différentes habitudes qu'on peut avoir quand on vit en couple avec quelqu'un. Par contre, une dispute sur le fait qu'il y en a un qui décide du jour au lendemain de se balader à poil absolument tout le temps, je suis pas sûre. Non. Mais bon. Moi, ce que j'aimerais dire avant de terminer cet épisode qui me plaît beaucoup, et enfin qu'il faut rappeler quand même, c'est que en voyant Sex and the City aujourd'hui, et je pense que comme on l'a découvert toutes les deux assez jeunes en étant enfants, on les imagine plus jeunes qu'elles ne le sont dans la série. Et en fait, dans cette saison, Carrie a 38 ans. Et je trouve ça d'autant plus fort, du coup, de l'avoir placée dans cette position où elle est célibataire sans enfants. C'est quelque chose qui va beaucoup la travailler à la toute fin de la saison, puisqu'elle va être en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a fait une vasectomie et qui lui dit « moi, je veux plus en avoir ». Et elle se dit « bah moi, j'en ai 38, est-ce que je reste avec cet homme ou pas ?» parce que ça peut être une préoccupation pour plus tard. Je trouve ça vraiment chouette, en fait, de voir une femme de 38 ans qui se retrouve à faire beaucoup de cadeaux, de mariage, de listes de naissance, et qui, à ce moment-là de la saison, a pas l'air très chamboulée par son statut de célibataire, mais qui en a marre d'être déclassée parce qu'elle est célibataire. Je trouve ça vraiment chouette. Moi, je voulais dire un autre truc avant de clore cet épisode. Ça m'a fait beaucoup rire, le fait que son amie, là, Kira, non seulement c'est la pire personne du monde, mais en plus maintenant, au lieu de prendre en photo des mannequins, elle prend en photo des bébés dans des bassines. C'est une référence à Anne Guedes, qui était quand même... la pire tendance des années 2000, vraiment, les bébés, tu sais, dans les pots de fleurs et des trucs comme ça. C'était le pire truc avec les cartes postales, mais ça, vraiment, c'était... Il y a une référence à ça aussi dans Friends, quand Elle Macpherson emménage avec Joey et tout ça. Enfin, pour moi, ça résume cette personne, en fait. Kira, vraiment, t'as pas envie de l'aimer quand tu sais que maintenant, c'est ça qu'elle prend en photo. C'est clair. C'était Ami, merci Marie. Merci Anaïs. Et n'oubliez pas de jeter vos sachets de thé à la poubelle une fois que vous les avez utilisés ou réutilisés. Oui, voilà. Moi, je fais pareil que toi. Je suis team coupelle et réutilisation, surtout pour du thé noir. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre épisode qui compte beaucoup dans nos vies. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.